Bonjour Andrea, Bonjour, comment tu vas? très bien, et toi? Ça va bien aussi. Alors, bienvenue dans Arène, là où les luttes deviennent des victoires. Ici, nous parlons de tout ce qui est histoire authentique, de tout ce qui est parcours captivant et surtout de tout ce qui est leçon de vie percutant en fait. Donc, l'idée, aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de pouvoir, c'est vraiment un honneur, un privilège de pouvoir avoir Andrea aujourd'hui, et parce que Andrea, c'est tout un parcours, c'est tout un cursus en fait. Quand j'ai lu son résumé, c'est beaucoup de parcours, c'est beaucoup de domaines en une seule personne. Et aujourd'hui, je pense vraiment que ce sera vraiment un honneur vraiment de pouvoir apprendre de tout ce que André a fait et de pouvoir avoir de tout ce qu'il y a comme leçon de vie et tout cela. Alors, Andrea, je te laisse te présenter, voilà, et tu es tout. Donc, tu as la parole. Ouais. Merci beaucoup hein, pour l'invitation. C'est vraiment un honneur aussi. Et merci pour les gentils mots. Donc, c'est vrai que normalement, on a toujours un peu ce syndrome d'imposteur avec nous-mêmes. Donc, on regarde notre parcours pas dans cette vision-là. Et c'est vrai que ça fait 16 ans que je travaille. Donc, j'ai terminé mon université. Je suis rentrée dans le monde du travail. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que normalement, quand on est dans l'université, on imagine un parcours plus tracé, plus conventionnel, si on peut dire. Et c'est vrai que de temps en temps, ça dépend aussi, pas que de nous. Hein. Je pense que on peut toujours bien planifier notre parcours, mais ça, la vie, la société, tout peut nous faire découvrir d'autres opportunités. Donc pour moi, c'est vrai que quand je suis en train de terminer mon master, il me manquait juste à finir de présenter ma thèse de master. Donc il y a une opportunité qui s'est présentée, donc de rejoindre un centre d'investigation, donc d'épidémiologie, santé publique, ici au Portugal où je suis basée. Donc c'était à Lisbonne, dans un parc technologique. Le projet il était très très intéressant. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivée à rentrer dessus. Et je suis passée 3 années donc à développer des études. J'ai publié des articles scientifiques avec des médecins aussi, présenter des choses aussi dans des conférences, donc tout lié à la santé publique. Ou aussi donc dans le cas qu'on faisait, c'était surtout des maladies comme des maladies rares ou l'arthrite rhumatoïde, donc qui a aussi, il y a une base de données américaine, donc on travaillait avec eux aussi, et on faisait notre centre de base de données portugaise de ça, donc interview auto avec les personnes atteintes de cette maladie, donc tout ça, c'était vraiment un parcours très très intéressant. Puis après, je suis aussi passée dans une partie de RH+, donc recrutement, aussi participer dans une petite entreprise d'assurance, et aussi on m'a lancé le défi si je voulais aussi essayer de vendre des assurances et tout ça. Donc moi, tu vas comprendre dans tout le parcours que normalement je ne dis pas non. Mais je pense que c'est toujours une bonne posture qu'on devrait avoir au moins dans la plupart des défis. Donc c'est vrai qu'après j'accepte donc de recruter les personnes pour rejoindre l'entreprise, gérer aussi les stages professionnels de personnes qui sont en train de finir leur parcours professionnel pour technicien pardon, d'assurance. Donc j'ai fait cette partie-là. Et aussi après me lancer en train de faire la gestion de clients d'assurance entreprise. Donc c'était très très c'était un très grand challenge, mais l'apprentissage était énorme. Puis après ça, donc je reviens, pour des raisons personnelles, je remonte un petit peu de Lisbonne à Porto et je reviens rejoindre une entreprise française. Donc c'était pour moi très très important vu que j'avais ce côté depuis mon enfance d'avoir vécu en Suisse, tout ça, donc français, de reprendre ma langue aussi native entre guillemets. Donc c'était très cool de travailler pour les télécoms françaises, donc les plus grandes télécoms françaises, et de pouvoir aussi apprendre à gérer le CRM, à faire aussi la partie de litige niveau 2. Donc, c'est des challenges, c'est pas des rôles faciles, mais pour moi, c'est toujours cette motivation d'apprendre, de me challenger à moi-même aussi. Et puis après, bien sûr, il y a 7 ans et demi, l'opportunité Seed Stars aussi est apparue. Et c'était un défi au tout début aussi pour rejoindre, surtout pour donner le support à la management team, à l'entreprise, donc elle était encore petite et tout ça. Et après, bien sûr, dû à tout mon parcours, passer dans le département de People Operations, donc c'est aussi notre RH. Et depuis
être ici en train de gérer. Donc, que ce soit les entrées, sorties des personnes et aussi tout le parcours de l'employé et aussi la gestion de bien-être. En tout cas, c'est beaucoup de thématiques, beaucoup de transitions et surtout beaucoup de pays aussi. Je tiens à rappeler qu'Andrea, c'est quand même une polyglotte. Elle parle français, portugais, Anglais. anglais, je crois. C'est Oui, ça. oui. Et Dutch aussi. Non, le reste, l'espagnol, c'est plus du portugais, comme on dit, donc une mixture de portugais et espagnol, mais je comprends assez bien. C'est très, très intéressant. Mais oui, c'est vrai que comme j'ai vécu en Suisse depuis mon enfance, donc j'avais le portugais dû à mes parents, mais aussi le français dû à l'école et tout ça. Donc j'étais bilingue depuis le début. Donc c'est vrai qu'après aussi, le monde du travail, c'est de l'anglais. Et c'est vrai que l'un des challenges que j'ai eu, c'est que l'investigation, moi, quand je rejoins, je pense que c'est plus en portugais. Et je peux te dire que donc la personne en charge, elle était de l'université d'Harvard, donc elle était aussi bilingue et elle parlait très très bien l'anglais. Puis à part le premier truc qu'elle me demande, c'est faire un résumé sur une maladie. Et moi, je le fais en portugais. Puis elle me répond non, non, en anglais. Le premier jour, hein. Donc c'était la panique parce que tu sais l'anglais comme deuxième langue, mais tu dis est-ce que c'est assez bon pour écrire et pour écrire en résumé scientifique. Donc c'était cool et c'était une personne très très cool qui m'a appris beaucoup. Dans cette partie-là, elle est toujours en épidémiologie, je pense en Suisse pour un grand laboratoire, si je me trompe pas. Mais c'est vraiment qu'elle m'a vraiment beaucoup appris, que ce soit de l'anglais, que ce soit cette partie de santé publique. Quand Andrea réfléchit, est-ce qu'Andrea réfléchit beaucoup plus en anglais, en français, en espagnol, en portugais? Et comment ça se fait, la transition, surtout avec d'autres pays et tout ça? Comment ça se fait concrètement? Très mal. Honnêtement, c'est très très mal. Je pense que mon cerveau, des fois, il pense à les trois langues. Donc, ça devient un peu un mélange. Parce que des fois, parce que dans mon jour, donc quand je suis basée au Portugal, je parle en portugais. Donc, avec mon mari, mes amis, ma famille. Donc, et puis, c'est bien sûr au boulot anglais à 80% du temps. Et après, comme on a des projets aussi dans la partie francophone, on parle aussi français, ou parce que l'entreprise, comme elle est basée en Suisse, de temps en temps, on doit aussi parler avec la partie administrative de Suisse en français. Donc, mon cerveau, il pense sur les trois, honnêtement. Des fois, j'ai des mots qui me manquent et j'espère qu'aujourd'hui, rien ne va me manquer en français, parce que c'est vrai que notre cerveau, c'est très difficile. Hein. On a des mots clés déjà dans certaines langues, donc de temps en temps, c'est difficile. Et il y a des mots qui manquent. Si je suis entre portugais, je sais plus le nom ou le mot en portugais. Et ouais, c'est très difficile. Donc c'est un mix. Je sais pas, ça serait très beau de voir mon cerveau, mais ça, je pense que ça fait partie de tout le monde de plus en plus. Au moins, on a deux langues, on a toujours l'anglais plus normalement autre langue. Donc je pense que ça fait aussi partie de cette globalité qu'on a de nos jours. Pourquoi s'orienter vers tout ce qui est d'abord vers tout ce qui est épidémiologie, bien recherche? Est-ce que c'était vraiment un choix personnel au début, ou bien c'était juste parce que bon voilà, c'était une opportunité qui s'était ouverte, ou c'était la tendance? Non, c'est vrai, vraiment un choix. Donc moi, juste pour donner une petite idée, c'est moi je rentre en psychologie de la santé clinique, donc vraiment la psychologie qu'on connaît de thérapie, tout ça. Donc ces parties-là à plus liées avec la santé. Donc c'est vrai que j'ai toujours bien aimé cette partie-là, santé publique, cette curiosité, à la partie aussi de comprendre tous les mécanismes qui nous influencent au niveau de santé, que ce soit psychologique ou physique. J'ai trouvé très très intéressant, je vais être honnête, hein, je vais pas mentir, j'ai trouvé très intéressant le projet qu'ils avaient, donc des bases de données, de pouvoir participer, même faisant, parce que psychologie on fait beaucoup aussi de questionnaires, tout ça, donc faire cette partie-là, d'interroger les personnes avec le diagnostic de chaque 6 mois, de les suivre, de pouvoir comprendre comment la maladie impacte leur vie. Donc même l'une des études que j'ai fait, et j'ai même présenté un poster dans un congrès européen, c'était exactement quels sont les impacts, donc qu'est-ce qui va impacter et prédire entre guillemets la dépression dans les personnes atteintes de cette maladie ou de ce diagnostic-là. Donc c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir aider, toujours bien sûr. Il y a un mix entre médecine et psychologie, mais moi je pense que c'est vraiment cette curiosité qui vient depuis
mon choix aussi de la psychologie, la psychologie clinique, donc au tout début. Et c'est vrai que pendant mon parcours du master, je commence à comprendre que même si j'ai fait le stage plus en faisant la thérapie, donc avec la personne en individuel, comme on fait normalement, que ce soit dans des hôpitaux, des cliniques, quoi que ce soit, je commence à voir que l'un des projets que j'ai mieux aimé, c'est vraiment la partie plus psychologie communautaire. Donc, ce qu'on peut avoir l'impact, soit travailler avec une communauté, une école, tout ça. Donc, nous, dans d'autres cas, on avait fait une intervention en école à cause de bullying, tout ça. Donc, c'est vrai que je commence à remarquer que j'ai cet intérêt pour santé. Donc, je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment être fasciné qu'on peut étudier un sujet, avoir des données, les utiliser, voir des tendances, prévenir des maladies, des choses, améliorer même les soins de santé des personnes dans ces cas-là qui pourraient avoir ce genre de diagnostic. Parce que si on sait qu'il y a un risque supérieur, qu'il y a ces facteurs qui peuvent influencer une dépression ou quoi que ce soit, donc ça permet aux personnes qui font les soins de ces malades-là, donc les médecins, les infirmiers, tout ça, donc pouvoir être présent et savoir comment aider cette population parce qu'ils ont déjà un diagnostic très compliqué, que ça soit une maladie chronique comme l'arthrite, que ça soit les maladies rares qu'on regardait, qu'on avait les bases de données, c'est très très dur. En plus, c'est un peu isolant parce que c'est rare, donc il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas une grande communauté aussi, il n'y a pas beaucoup de recherche. Donc ça a un pouvoir contribuer pour ces avances-là. Et ceux qui m'ont appelé, hein, j'avais mon CV. Avant, il y avait pas trop LinkedIn. Ça me fait paraître un peu, un peu vieille garde, mais c'est vrai que nous, on mettait sur Internet. Il y avait comme Pôle Emploi ici au Portugal. J'avais mis mon CV, mais rien de spécial. Et c'est eux qui m'ont contacté, hein, et ils m'ont embauché même. Je fais des interviews, tout ça, même avant de finir de faire la présentation de ma thèse et tout. Donc c'est vraiment et moi, je pense, après, quand je regarde en arrière, je vois que dans mon parcours, j'accepte assez facilement les opportunités, les challenges. Donc, je pense que je vois ça comme vraiment, donc si c'est quelque chose qui apparaît, qui fait du sens, pourquoi pas essayer. Totalement. En fait, moi, je me dis aussi que au-delà de tout ce qui est scientifique, au-delà de tout ce qui est donné, je suppose que ça doit être vraiment très lourd émotionnellement. Parce que, en fait, surtout ces personnes-là qui ont des maladies chroniques, essaient en fait, de discuter avec eux. Comment tu gères? Est-ce que de nature, est-ce que c'est ça, c'est parce que toi-même, tu as vraiment ce quotient émotionnel beaucoup plus élevé que tu arrives à gérer, ou bien comment tu as fait concrètement? Donc c'est pas facile, hein, mais je pense que ça devient aussi de tout l'entraînement qu'on finit par avoir quand on prend ce parcours de psychologie. Et moi j'ai eu cette chance-là, au moins dans l'université où j'ai fait ce domaine-là, parce qu'on avait beaucoup depuis la première année, deuxième année, troisième année, vraiment très pratique. Donc on est entraîné à aussi savoir donc être une personne avec qui ils peuvent se confier et qu'on puisse contrôler un peu nos émotions aussi. C'est pas que l'on ne sent pas, mais c'est vrai que si tu es devant un psychologue en thérapie et tu commences à pleurer, ça serait cool que je commence pas à pleurer. Donc je pense qu'il y a tout ça à l'entraînement. C'est dur, c'est très dur. C'est pour ça normalement qu'on a besoin aussi de thérapie ou de support d'autres personnes. Moi, ce que je pense, c'est qu'on avait une très très bonne équipe, donc on était plusieurs aussi de psychologie à faire les entretiens. Et ce qu'on avait décidé, on avait remarqué que c'était plus facile pour nous, donc, mais aussi un peu plus dur. Mais des fois, quand il y a des personnes qui sont décédées ou quoi que ce soit, mais c'était plus facile pour nous de suivre exactement les mêmes personnes. Donc, ce qu'on avait décidé, c'est qu'on avait pris la base de données, on avait partagé en 4, on dit bon, chacun a son lot de personnes à interroger chaque 6 mois. En premier, ça mettait en confiance la personne, donc c'est toujours la même personne qui te rappelle. Et je pense que honnêtement, ça nous faisait très chaud au cœur. Parce qu'il y avait des personnes, on remarquait qu'elles attendaient le coup de fil. Si on prenait une semaine de retard, ou que ce soit pour faire les 6 mois, elles attendaient le coup de fil. Ça nous faisait très chaud au cœur, et des fois c'est difficile aussi de ne pas avoir, comme tu dis, de ne pas ressentir de la peine, parce que beaucoup de personnes étaient isolées à cause de la maladie, et aussi des fois l'entourage ne comprend pas
parce qu'il y a beaucoup de maladies après qui s'associent bien sûr à ce diagnostic, hein, puis il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'autres choses qui vont jouer dans toute la santé globale de la personne, et de temps en temps, elle sentait que comme nous, on était les personnes de la base de données pour cette maladie-là, qu'on arrivait à les comprendre. Puis tu prenais encore une demi-heure à interroger parce on avait plusieurs questionnaires validés scientifiquement, donc on suivait exactement la même méthodologie qu'aux États-Unis, parce qu'après ça nous permettait de comparer des données dans les plusieurs bases de données qu'il y avait au niveau mondial, et surtout celle des États-Unis qui était énorme. Mais c'est dur, et des fois c'est très dur quand tu rappelles et t'apprends que le client, la personne, le patient, il est pas bien, ou les symptômes se sont aggravés depuis la dernière fois. Mais je pense que c'est vraiment l'équipe, hein, qui nous a aidés. On partageait l'expérience. Si on avait un appel plus dur, quoi que ce soit, c'est vrai que nous, on s'appuyait beaucoup les uns sur les autres. Alors, de la recherche à la gestion, au CRM, RH et tout ça, comment tu as navigué dans toute cette transition-là? Ça n'a pas été difficile? Est-ce que ça a été facile, toute cette transition-là? Comment tu as navigué? Oui. Donc, c'est pas facile, hein, honnêtement, parce que quand tu changes, tu fais la transition, tu changes aussi d'environnement professionnel. Donc, l'environnement professionnel dans la partie, par exemple, recherche va être différent. Tu vas avoir les challenges comme tout, hein, parce que tu sors de l'université, tu rentres dans un monde de recherche. Tu dois parfaitement t'adapter au niveau, donc comprendre avec d'autres personnes, d'autres parcours, que ce soit statistiques, médecins. Donc, tu as des personnes vraiment de différents backgrounds. Donc, c'est très, même pour nous, c'est difficile, hein, de comprendre ce qu'ils parlent, voir leur vision. Donc, je pense que ça nous apprend beaucoup aussi l'empathie, essayer de comprendre ce que l'autre veut nous transmettre, et ça nous apprend à communiquer. Moi, je pense que les transitions, c'est comme je te dis, c'est peut-être une curiosité que j'ai. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui est avec moi, avec mon parcours depuis toute petite, mais c'est cette curiosité vraiment. Et j'adore apprendre, donc cette volonté de toujours apprendre, toujours comprendre de nouvelles choses. Donc, pour moi, ça ne finit pas avec ton master, ou ça ne finit pas avec ce que tu fais. Pour moi, c'est très important de toujours apprendre. Et c'est vrai qu'après, quand tu as ces synergies-là avec des nouveaux environnement professionnel, tu rencontres de nouvelles personnes, tu apprends avec ces nouvelles personnes d'autres façons de faire, d'autres façons de gérer. Donc, je pense que c'est très enrichissant. Et je pense que tu apprends encore plus vite que rester toujours dans la même atmosphère. Donc, il y a des choses bien aussi de rester toujours dans la même atmosphère organisationnelle, professionnelle, mais tu as aussi cette partie-là, je pense que ça nous permet de grandir et d'apprendre à une vitesse beaucoup plus grande. Donc c'est vrai que gérer les transitions, moi je m'appuie beaucoup, hein, sur cette volonté d'apprendre en continu. Aussi comprendre quelles sont mes compétences que j'ai déjà et que je vais apporter dans cette transition, dans cette nouvelle étape. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont communes, hein, comme la communication, la gestion de projet, tout ça. On peut toujours prendre de chaque étape jusqu'au jour d'aujourd'hui avec ça. Donc, il y a toujours quelque chose qui vient avec toi. Je pense que c'est plus comme des compétences bases. Et c'est vrai aussi, peut-être aussi apprendre à, comme je t'ai dit, de vraiment profiter de cet échange avec d'autres professionnels, d'autres secteurs, euh, et aussi les comprendre chaque secteur, chaque rôle, et anticiper même. Et du haut de tes 16 ans d'expérience, est-ce que tu dirais que la transition, puisque là, tout à l'heure, tu viens de parler de la nécessité d'apprendre, en fait. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que l'une des meilleures, est-ce que tu pourrais dire que l'une des meilleurs moyens de pouvoir apprendre, c'est peut-être de faire des transitions? C'est ce mindset, hein, peut-être qu'on parle maintenant c'est quelque chose qui se parle de beaucoup, c'est le gros mindset, dans le sens, ok, donc on y va, on accepte le challenge, on voit les challenges comme une opportunité de grandir, d'apprendre. Au pire, oui, ça se passe mal, mais aussi tu apprends quelque chose. Mais donc, je pense que c'est pas une question de changer beaucoup, parce que aussi, si tu changes beaucoup, mais tu acceptes des rôles très similaires, et pourquoi tu changes? Est-ce que tu changes parce qu'on te lance des défis, tu ne veux pas accepter, donc tu changes parce que tu n'es pas confortable avec la partie d'être inconfortable, donc d'avoir ce challenge de ta zone de confort?
Donc, ça dépend. Je pense que ça va dépendre vraiment comment la personne, elle perçoit l'opportunité. Tu parles beaucoup d'opportunités. Donc, je suppose que pour toi, l'opportunité, c'est vraiment la clé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on ne saisit pas assez les opportunités? Je vais parler de la jeune génération et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on ne saisit pas assez les opportunités? Si oui, qu'est-ce qu'on devrait faire peut-être pour en saisir ou bien pour d'abord les reconnaître, en fait, et les saisir? Il y a une partie, hein, moitié-moitié, donc oui, opportunité, mais aussi des fois, c'est vrai que moi, j'ai recherché, et quand j'ai recherché à changer d'endroit, par exemple, pour la partie des parties de CRM, télécom, tout ça, donc j'ai aussi postulé, j'ai aussi cherché, et après, donc j'attends le retour et voir quels sont les postes qu'ils ont et les défis qu'ils ont. Donc il y a aussi une partie à moitié-moitié. Mais oui, peut-être, je sais, des fois c'est difficile hein, en premier de combattre ce syndrome d'imposteur. Je pense que c'est très difficile de nos jours, même pour les jeunes générations. Donc il faut vraiment comprendre que, faut s'appuyer en comprenant que chaque personne qui rentre dans une nouvelle entreprise a un temps d'apprentissage. Ça fait partie. Tu ne vas pas apprendre tout. La première semaine, quand tu rentres dans un projet, dans une entreprise, donc c'est comprendre, ça fait partie du parcours et essayer de gérer. Et c'est pas facile. On sait que beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes avec le stress, l'anxiété, de se sentir pas à la hauteur. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on va gérer ça. On va gérer cette partie-là. Et aussi être ouvert, je pense, à des choses différentes. C'est peut-être cette ouverture, parce que c'est vrai que si moi, quand ils m'ont présenté l'opportunité de faire de la recherche scientifique, je sors de mon master, je pourrais dire non, c'est pas ce que je veux. Je veux faire le parcours traditionnel de psychologie. Écoutez, je veux rentrer dans un hôpital ou dans une clinique, faire mes sessions de thérapie, tout ça. Donc, oui, est-ce que c'est mon esprit de dire pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? J'essaye. Au pire, je fais 2-3 mois où je dis c'est pas mon truc et je sors et je fais donc plus ce qui est. Peut-être c'est ça, hein, peut-être c'est comme tu dis, c'est cette ouverture à oser. Oui, moi je pense qu'il faut oser. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on se dit, des fois, on se dit surtout quand on est jeune, on rentre à l'université, plein d'idées, plein de projets, et on se dit, mon parcours va être celui-là. Mais je pense qu'on grandit même pendant l'université. On commence à voir peut-être des choses qu'au début, quand on rentre, on a une idée, on dit non, 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 moi c'est ça. Moi, par exemple, quand je rentre en psychologie, normalement la première partie, les premières 3 années, c'est commun, donc il n'y a pas encore de spécialité. Et moi, je dis non, non, non. Moi, mon truc, quand je rentre en première année, je dis non, non, moi, ça va être psychologie avec les enfants. J'adore les enfants. Et après, je m'aperçois dans les années, non, en fait, les adultes, c'est plus cool, ou les adolescents. Alors, non, 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 les enfants, pas du tout. Donc, je pense que même nous, on grandit avec l'expérience. Donc, en premier, de l'idée qu'on a. Et c'est pas avoir peur de changer d'idée, je pense. C'est ça. Mais c'est dur, hein, parce que comme tu dis, j'ai aussi dû, pendant ce parcours-là, apprendre à gérer ce que les personnes pensent de mon parcours. Parce que comme tu dis, si tu regardes mon parcours, tu te dis c'est un parcours un peu différent. Donc, j'ai dû aussi apprendre à gérer un peu le regard des personnes, entre guillemets, ou des recruteurs, et leur expliquer, donc c'est de la valeur ajoutée. Et non un souci, pourquoi est-ce que tu as un parcours si différent de ce qui est normalement espéré de quelqu'un qui sort de psychologie, ou tu vas directement dans RH, ou tu restes dans la partie clinique, donc la partie santé. Pourquoi est-ce que tu t'as fait un peu des deux, et pourquoi est-ce que même tu es rentré plus dans une partie même plus commerciale, de gestion de clients, gestion de litiges, tout ça. Donc moi, c'est aussi, j'ai appris, ça prend du temps, c'est pas facile. Alors, c'est à montrer non, c'est de la valeur ajoutée, parce que là, quand je rentre, par exemple, chez Seedstar, j'ai tout cet apprentissage, que ça soit dans les assurances. Donc, c'était un atout parce que je rentre et je finis à la fin pour rester aussi avec le dossier assurance de l'entreprise. Donc, c'est exactement dû à cet apprentissage-là. Et puis aussi la partie CRM, écoute, c'est très important dans n'importe quelle entreprise. Tout le monde qui est dans une entreprise, tout le monde vend l'entreprise, tout le monde doit gérer des clients. Pour moi, je vois mes clients dans l'entreprise, c'est les personnes qui sont en train de rejoindre l'entreprise, les employés, les consultants, quoi que ce soit, qui nous rejoignent. Donc, toutes les personnes qui rejoignent la marque, c'est ça. Pour moi, c'est comme des clients. Donc, c'est moi aussi le responsable de faire
cette gestion du parcours depuis l'entrée à la sortie. Mais c'est pas facile. Peut-être ça, c'est aussi oser dire non, c'est mon parcours, c'est perso, mais ça a aussi de la valeur ajoutée. Mais moi, c'est quelque chose que je sais. Ok, c'est pas pour moi et c'est tranquille d'apprendre ça et de se dire non, c'est pas pour moi ce parcours-là. J'ai essayé, j'ai vu. Moi, t'as aussi, je pense au niveau même de personnalité, tout ça. Pour nous, ça nous aide beaucoup à comprendre, surtout quand on est jeune, on sort, on essaie de comprendre quelle serait notre carrière, notre mission, donc, je pense que ça peut aussi aider, au moins, si t'as pas l'idée, au moins essaye et tu commences à enlever des options. Et au pire, tu commences à comprendre beaucoup mieux ce que tu veux faire. Justement, parlant de mission, de carrière et autres là, pour toi, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'opportunités. Tu as beaucoup osé pour pouvoir être là où tu es aujourd'hui. Je suppose que tu vas encore évoluer beaucoup plus parce que, comme tu l'as dit, tu aimes beaucoup apprendre. Est-ce que tu penses qu'en termes de mission, de vie et de carrière, c'est quelque chose que l'on doit essayer de prédéfinir cela et dire, OK, bon, voilà, moi, je rentre, bien, je viens de finir mon master. Moi, c'est ce que je veux faire. Et donc, tu cherches des opportunités dans ce cadre-là. Ou bien, on est censé beaucoup plus être ouvert. Je viens de finir mon master, bien ma licence. Je suis ouvert à tout ce qui peut venir. Et bon, je vais embrasser en fonction de cela. Je vais voir ce que ça va devenir. Quelle est ton approche par rapport à cela? Mélanger deux. Je pense que les deux sont bons. Après, ça dépend, mais écoute, moi, ce que je pense, c'est en premier savoir quelles sont tes valeurs. Et des fois, ça peut être très dur parce que quand tu finis tes masters ou quoi que ce soit, c'est très très jeune et honnêtement, on ne sait pas encore ce qu'on veut très concrètement. Exactement, mais moi, ce qui était très clair pour moi, c'est si je regarde, et ça fait toujours du sens pour moi personnellement, comme ma mission entre guillemets, mes valeurs sont, j'adore les choses qui sont centrées sur l'être humain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que ça soit la psychologie, que ce soit le RH, que ce soit la relation client. Donc si tu regardes, il y a quelque chose de commun dans tout. Oui, j'aime la relation avec les autres, la relation avec les personnes. Ce qu'on me dit, c'est que j'ai beaucoup d'empathie, donc je pense que cette partie-là d'empathie, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est déjà avec moi. Donc, bien sûr, si tu me dis à tout accepter, non, peut-être si j'accepte quelque chose qui n'a pas ces valeurs-là, je vais me sentir un peu triste, exactement parce qu'il n'y aura pas cette partie-là. Donc, si je regarde, oui, c'est un mix, les opportunités sont apparues, mais j'ai aussi un peu évalué, ok, est-ce que cette opportunité, entre guillemets, est-ce que ça correspond à ce que j'aime bien dans le jour? Oui, j'aime bien apprendre, donc je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités d'apprendre. Oui, j'aime bien la relation humaine, donc est-ce qu'il y a cette partie-là? Donc, par exemple, je serais misérable, je pense, à faire du data science toute seule, je sais pas quoi, des rentrées de données toute seule. Par exemple, peut-être moi ça, j'aime bien l'échange. Donc je pense que si c'est un boulot, que ce soit programmateur, quoi que ce soit, donc quelque chose qui est très solitaire, que des fois tu peux passer des jours en train de faire ton travail, oui, mais tu ne parles pas à personne. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, hein, tant mieux. Mais c'est ce que je dis, c'est voir les valeurs. Exactement, c'est voir nos valeurs et voir si ça correspond. Moi, je pense que c'est ça, hein, c'est aussi, mais bien sûr l'ouverture, parce que la première réaction qu'on va avoir à quelque chose qui est différent et qui nous pousse en dehors de notre zone de confort, ça va être la peur. Ça va être non, 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 c'est pas pour moi. C'est le premier, et je suis comme tout le monde, je suis humaine, donc la première chose quand je regarde ça, je me dis ouf. Et c'est comme je t'ai dit, la petite histoire, là, quand la personne, elle me demande non, non, l'introduction pour l'article scientifique, il faut que ça soit en anglais. Bon, là, je te dis, j'ai eu une peur. J'ai dit, non, mince, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis complètement, c'est pas mon domaine. Mais où est-ce que je me suis, entre guillemets, mis? Ben après, non. Après, entre guillemets, j'ai vu, bien sûr, tout fait partie, hein, l'ambiance où tu es, l'environnement, les personnes qui sont à côté de toi, bien sûr, ça fait la différence. Mais quand je regarde en arrière, au bout d'un an, je travaille avec des médecins. On a publié plusieurs articles pour des maladies qui, encore aujourd'hui,
sont cités parce que je reçois des notifications, donc ils continuent à être utilisés pour d'autres recherches, d'autres publications. Donc tu dis non, non, écoute, c'était cool. C'était cool, on a fait quelque chose qui a quand même eu de l'impact, même si au début on s'est dit mince, où est-ce que je suis? C'était pas du tout ce que je m'attendais. Quelle est ta plus grande victoire professionnelle actuellement? Honnêtement, je pense que c'est en premier contribuer pour la discussion autour de tout ce qui est bien-être au sein de l'entreprise. Parce que souvent, ce sujet-là, et encore de nos jours, est tabou dans de nombreux environnements professionnels. Donc, c'est vu comme un tabou, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Nous, on a travaillé exactement avec les collaborateurs, tout ça, pour créer de la confiance. C'est vraiment, on a eu la philosophie, donc il faut en parler pour ça commence à devenir normal. Donc, il faut essayer de casser ce tabou. Donc, la seule façon que tu as, c'est d'en faire parler. Donc, on a essayé ça. Et c'est vrai qu'au bout, je me rappelle plus si c'était 6 mois ou un an, mais bon, au bout d'un moment, tu commences à voir que les personnes comprennent, OK, c'est OK d'en parler. Et nous, le moment clé, ça a été de voir que les personnes commençaient petit à petit. Par exemple, nous, on avait une chose, c'est sur Slack. Donc, si tu as besoin de prendre un matin, un après-midi ou une journée pour te recentrer, récupérer, faire face à une situation quelconque qui est en train d'impacter ton bien-être, ça peut être perso, professionnel, donc tu peux mettre le petit bonhomme avec la tête qui explose et tu mets well-being, afternoon, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va dire à tes collègues? Donc, en premier, avant, ça n'arrivait pas. Donc, c'est très intéressant parce que les personnes ont commencé à oser dire, écoutez, moi là, je prends 2 heures. Et après, c'est aussi se dire, non, que c'est top parce que tout le monde comprend, c'est normal, la vie, elle continue de tourner et on est tous humains, on a tous des choses qui nous impactent. Donc ça, c'était très très cool de voir que ça devenait, on a réussi à réduire ce stigma-là. Et encore de nos jours, les personnes font ça. Et c'est incroyable. Pour moi, je pense que c'est incroyable parce que c'est vraiment enlever ce stigma de la partie de la santé mentale et que c'est normal que tu as besoin, si quelque chose t'arrive, tu as besoin de te recentrer 2-3 heures. Oui, totalement. Même dans les pays émergents, surtout dans les pays émergents, c'est toujours tabou. On n'en parle pas. Voilà, tu viens, tu travailles pendant des heures, mais vraiment tout ce qui est santé mentale n'est pas vraiment mis en avant. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips, comme voilà, bonne pratique pour les PME des pays émergents pour pouvoir favoriser ce climat-là de confiance, de well-being, en fait, au sein de leur entreprise pour pouvoir permettre à ce que, je le témoigne, en fait, dans Slack, puisque j'ai vu les gens faire ce genre d'emoji, et j'ai compris ce que c'est, je connais un peu l'environnement de travail de Sistas. Donc, comment faire pour pouvoir dupliquer cet environnement vers les PME des pays émergents, par exemple? Pour les PME, c'est vraiment penser un peu ça, donc créer un environnement de travail qui en premier fait la promotion de cette discussion ouverte, donc sans tabou, sur le bien-être. Aussi créer l'environnement de travail propice à ce mode de vie plus sain, entre guillemets, avoir un peu d'équilibre. Et aussi offrir, si possible, des outils comme le coaching, développement personnel, quoi que ce soit qui peut aider les personnes. Ça coûte pas de mettre en place tout ce système-là? Oui, ça va coûter dans la partie, par exemple, coaching, tout ça. Oui, bien sûr, nous, on a fait des sessions et on a dû payer à quelqu'un pour ça, pour cette partie-là. Mais je pense qu'il y a des choses que tu peux parfaitement mettre en place sans avoir de l'argent à mettre, comme créer l'ambiance, créer la partie ouverte pour en parler. En parler, c'est encore gratuit, peut-être. Donc, parler, pourquoi pas faire une réunion pour en parler. Se tutoyer peut-être au sein de l'organisation. Déjà, ça peut peut-être enlever cette barrière-là de persona. Et aussi pour les personnes, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont des managers ou des leaders, si dans cette position-là, ils arrivent à montrer une certaine vulnérabilité, donc montrer qu'ils sont des personnes aussi,
qu'ils ont aussi des challenges, qu'ils ont aussi besoin de se reposer, quoi que ce soit, de prendre aussi quelques heures pour se concentrer. Ça aide beaucoup à mettre en confiance l'équipe. Parce que tu te dis, écoute, si je suis dans une entreprise et mon CEO, il prend du temps pour faire de l'exercice, pour prendre du temps pour se recentrer, que ça soit être le petit bonhomme, entre guillemets. Donc, s'il en parle, la personne qui est en dessous donc l'employé va se dire, donc c'est ok aussi si un jour il y a quelque chose qui m'arrive, j'arrive vers lui, je peux en parler. C'est créer ce cadre-là pour que, voilà, lorsque les gens vont voir, ils se diront, ok, si c'est possible chez toi, bah, autant chez moi aussi, donc je peux venir chez toi pour pouvoir discuter, au fait, et échanger. Oui, oui. Et c'est pour ça que peut-être la partie organisationnelle, elle est peut-être plus facile. C'est juste mettre en place les politiques, c'est juste écrire un document disant, donc, nous, notre entreprise, on veille au bien-être des personnes, qu'est-ce qu'il y a en place, quelles sont les ressources des personnes, est-ce que si vous n'allez pas bien, qui est-ce que vous allez parler, les ressources humaines, votre manager, quoi que ce soit. Donc, des fois, c'est juste un petit document, mais qui est officiel. Donc, tu lances déjà ça et mettre en place peut-être d'autres choses, des jours, si tu peux, pourquoi pas avoir 5 jours par année pour les personnes, prendre pour perso, sans question, sans que ce soit. Donc, ce n'est pas des vacances, mais c'est vraiment, tu veux prendre le jour. Il y a plein d'entreprises qui font ça. Donc, peut-être c'est plus facile de commencer par là et peut-être après aussi comme manager ou comme dirigeant d'entreprise, montrer que c'est OK. Totalement. Parce que montrer aussi, en guillemets, cette vulnérabilité aussi met en confiance aussi le personnel pour pouvoir, voilà, discuter tout ça. Alors, en termes que ce soit au niveau de Sistars, surtout au niveau de Sistars, actuellement, je sais que tout ce qui est processus interne pour pouvoir acquérir des talents, en fait, depuis l'onboarding jusqu'à ce que le talent ne quitte l'organisation, tu t'en occupes totalement. Alors, précisément en termes d'étapes, comment ça doit normalement se passer? Voilà, je suis entreprise X, je recrute un talent A. Comment je fais depuis le moment où l'interview commence jusqu'à ce que la personne un jour ne quitte l'entreprise? Oui, donc là, je suis pas toute seule, hein. Bien sûr, j'ai la collaboration de James qui fait la partie recrutement. Parce que des fois, ça peut nous arriver, dépendant des numéros de programme qu'on tourne, qu'on peut avoir 200, 150, 200 personnes, donc ça devient pas facile. Mais c'est vrai que nous, on pense à cette journée depuis le début. Donc il y a tout ce travail, comme tu dis, donc depuis le début, la partie recrutement doit être très respectueuse de la personne. Donc, tu as quelqu'un qui est intéressé, donc c'est important de mettre en place des systèmes pour qu'on puisse leur répondre, que ça soit positif ou négatif. Donc, nous, on a essayé de créer presque tout, une partie automatique. Parce que s'il y a un système, tu postules et tu reçois tout de suite un email qui te dit on a reçu ta candidature. Donc, ça met en confiance aussi la personne, le talent qui peut te rejoindre. Puis après, si tu as un système qui dit OK, et c'est de plus en plus facile avec l'AI et tout ça. Donc, et si le système dit oui, il a tout ce qui correspond au niveau du profil, donc le basique, donc il rentre dans le profil, on lui envoie un email, écoute, on veut, des fois, ça dépend des rôles, hein, custody, quoi que ce soit, donc on leur demande ce qu'on a besoin. Et sinon, on a un email qui va leur dire, écoute, malheureusement, tu n'as pas choisi. Donc, je pense que c'est très important ça. Je pense que le pire, c'est avoir quelqu'un qui postule et tu dis rien. Donc ça, c'est très très mauvais pour l'entreprise. Parce qu'on va à nouveau se centrer dans l'humain. Oui, si tu permets, sur ce point-là, j'aimerais que tu reviennes un peu parce que très souvent, même sur les réseaux LinkedIn et autres, là, on dit souvent que la personne postule, mais finalement, elle est là, elle attend des années. Elle n'a jamais eu de retour comme quoi si la candidature a été acceptée ou pas. Enfin, elle est là juste en l'air. Est-ce que c'est une bonne méthode, celle-là? Parce que même il y a des gens qui prennent ça, en fait. Oui, moi, je pense que non. Et nous, on n'aime pas ça. Donc, quand on termine, les candidats sont informés.
Donc que tu sois informé depuis le début parce que tu n'as pas le profil. Imagine si j'ai un poste où j'ai vraiment besoin d'une personne située au Togo et la personne est située en Asie, bien sûr, je vais pas, ça ne rentre pas dans les critères. Donc ce que je dis, c'est des critères très très simples. Hein. C'est pas de préjuger quoi que ce soit, c'est des critères très simples. Si c'est un poste local, est-ce que la personne elle est dans le pays où on a besoin, par exemple? Est-ce que la personne, si c'est en français, est-ce que la personne elle sait du français? Donc c'est un peu les critères base de la candidature. Oui. Et là, et pourquoi on répondrait pas? Donc, ça serait. Moi, je déteste personnellement, donc je pense que c'est préférable de dire non. Écoutez, on a déjà malheureusement vous n'avez pas été sélectionné, ou au moins donné, on a reçu parce que c'est comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui postulent et t'as même pas un email qui te dit oui, on a bien reçu votre candidature. Donc tu sais même pas si l'email il est perdu. Non, moi je pense que c'est transparence pour tout et c'est comment on fait tout le parcours et il commence depuis le début, depuis que la personne elle postule. Et après bien sûr, on travaille ensemble pour qu'on puisse faire la transition entre le recrutement et moi après qui rentre dans la partie d'initiation, l'intégration de la personne. Et dans cette partie initiation-là, lorsque le nouveau talent rentre dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il doit normalement savoir sur l'entreprise avant de commencer? Genre, la première semaine, qu'est-ce qui est crucial comme information la personne doit avoir? Donc, nous, ce qu'on voit en première semaine, c'est créer des connexions avec ton équipe. Plus que tout, d'accord? C'est bien sûr prendre du temps pour comprendre quels sont les outils que tu vas utiliser, les installer, les comprendre, parce que si tu n'es pas habitué à un outil, c'est le moment que tu as aussi pour voir. Nous, on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'explications vidéo, que ce soit moi qui explique ou des collègues qui expliquent les outils en vidéo. Donc, on a vraiment utilisé ce format un peu Udemy, entre guillemets, donc qui a de plus en plus. Tu as du texte, mais tu as des vidéos aussi. Mais on voit cette première semaine vraiment prendre tes repères. Et moi, j'invite beaucoup, je fais pour tout le monde, sauf si il y a quelque chose qui arrive, mais normalement, je fais pour tout le monde qui rentre un welcome call. Donc, même si c'est en remote, même si on est remote first, je prends cet appel avec caméra, donc comme si ce serait tête à tête. Je pense que c'est en premier très chaleureux et très important pour la personne se sentir accueillie. Et je leur donne toujours cet avis-là. Donc, prends du temps pour connaître ton équipe. Comme on est en remote, il faut être proactif. Va sur Slack, sinon présente-toi, demande de faire un petit café virtuel, 10 minutes, simplement juste pour te présenter, savoir qu'est-ce que la personne fait, connaître ton équipe, prends du temps pour parler avec ton manager, commencer à expliquer, écoute, qu'est-ce que tu expectes de moi cette première semaine, la deuxième, la troisième, au bout d'un mois, et commencer aussi à prendre tes repères. Mais je pense que c'est beaucoup cette connexion avec l'équipe qui est très importante. Totalement. En tout cas, en termes d'équipe, lorsque la personne vient, c'est très important, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pouvoir être en lien de créer ce lien-là avec les autres. Et je crois que c'est notamment ce qui va faciliter, au fait, l'intégration aussi de la personne et qui va revenir un peu sur ce que tu disais sur le bien-être, en fait. Parce que s'il n'y a pas eu une meilleure intégration depuis le début, lorsque la personne aura un problème, il y aura déjà des a priori et tout ça qui vient. Alors, j'aimerais bien poser une question. Peut-être que c'est pas forcément évident dans un contexte européen, asiatique, autre là, mais en termes, tu sais que tu as dirigé des équipes un peu partout. Est-ce que en tant que femme, est-ce que tu as eu des problèmes en tant que femme? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de leadership, par exemple? Écoute, c'est un peu... j'aime pas trop mettre ça partout, mais je pense que le monde, il a été fait par des hommes, donc on veut pas aussi culpabiliser les hommes, et les hommes d'aujourd'hui n'ont pas créé la société, mais il faut pas oublier que c'est une société qui a été créée dans un modèle différent, donc c'était plus les hommes et les femmes restaient à la maison avec les enfants. Donc c'est vrai que de temps en temps, surtout quand tu es jeune, tu peux sentir un peu de personnes un peu plus seniors, ce regard-là, mais heureusement, j'ai pas senti ça de ma partie. Alors, pour toi,
quel est le rôle, entre guillemets, le rôle transformationnel de la femme dans tout ce qui est leadership? Est-ce que tu penses que la femme actuelle, aujourd'hui, de nos jours, depuis voilà, génération Z, Alpha, tout ce qui va avec là, est-ce que la femme a vraiment un rôle dans ce développement-là transformationnel? Si oui, quel est ce rôle-là? Ah oui, moi je pense que c'est un rôle clé, exactement pour faire ce changement. Si tu as quelque chose qui a une fondation depuis une perspective, il faut la changer, quoi. Et c'est pas que les femmes, entre guillemets, c'est tout le monde, tous les continents, toute expérience. Donc il faut vraiment être, moi je pense, le jour ouvert à tout le monde. Et je pense que les femmes, elles viennent aider cette transformation avec une perspective unique. Aussi aider à avoir cette promotion d'inclusion, de collaboration, que de nos jours est super important, que les jeunes veulent voir dans les entreprises. Donc cette inclusion, tout le monde est inclus, tout le monde est respecté et tout le monde sait travailler ensemble. Et je pense aussi au niveau management, je pense que les femmes sont très empathiques. Hein. L'empathie fait vraiment partie de la femme. La femme, elle est prendre soin des autres. Oui, centré sur l'humain. Oui, c'est vrai. Pour le meilleur et pour le pire. Donc je pense que cette partie-là, ça peut inspirer, et je pense que ça peut aussi inspirer cette prochaine génération, comme tu parlais, hein, qu'elles ont de l'importance, qu'elles peuvent aider à créer cette diversité, cet équilibre, hein. Même aider ce que les personnes aujourd'hui parlent beaucoup dans les réseaux sociaux, donc c'est très difficile de faire cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc peut-être les femmes ont aussi un rôle clé, l'innovation et revenir avec leur perspective. Moi, j'ai vu ça moi-même, donc de temps en temps, quand tu travailles des perspectives, ce n'est pas parce que les collègues le font exprès, c'est qu'ils ne comprennent pas l'autre perspective. Donc, tu rapportes une autre perspective, tu dis, mais attention, est-ce qu'on comprend, par exemple, si les collaborateurs sont parents, sont des jeunes parents, que ce soit homme ou femme, hein, est-ce qu'on faut qu'on regarde comment va être refait son revenir au travail? Est-ce qu'on fait tout d'une fois? C'est mieux peut-être parler avec eux, faire lentement et comprendre que peut-être ils ont besoin d'aide pour se réadapter à ce nouveau rôle, par exemple. Hein. Et ça peut être ça, cette partie-là de centrer sur l'humain, qui va aider beaucoup à donner cette perspective dans les organisations. Totalement. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin, mais j'ai compris aussi que, en scrollant ton LinkedIn, je sais, peut-être je peux me tromper, hein, mais André est aussi entrepreneur, fait du coaching, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment tu gères ta vie professionnelle et surtout le fait que, voilà, que tu sois aussi entrepreneur, voilà. Donc, moi, ce que j'ai commencé hein, tout bêtement, c'est peut-être, écoute, c'est un mouvement aussi de créer une communauté de bien-être, donc un mouvement de créer du positif dans les réseaux sociaux. C'est un peu lié aussi à ça, de voir, de me dire non, je vais créer quelque chose qui est un véhicule de positivité dans les réseaux sociaux, mais aussi avec une approche, avec des outils concrets, tu sais, pour le bien-être. Parce que je sens de plus en plus, et chaque fois que je parle avec plein de personnes, c'est que les personnes, elles sont perdues. Donc elles ne se sentent pas bien, ou elles se sentent stressées, ou elles se sentent, par exemple, pas productives, quoi que ce soit. Et j'ai remarqué que chaque fois que je parlais avec des amis, des collègues, quoi que ce soit, que tout le monde me disait, mais tu sais beaucoup, c'est incroyable, parler avec toi, ça m'a aidé beaucoup, juste cette conversation une demi-heure, ça m'a aidé beaucoup, et je me suis dit, pourquoi pas créer ça. Donc pour l'instant, c'est juste un hobby comme les autres, parce que j'ai pas le temps, je le fais vraiment dans mon temps libre. Donc créer du contenu avec des tips, entre guillemets, ou des idées pour aider les personnes à comment gérer, par exemple, le stress. Par exemple, depuis la semaine passée, je travaille beaucoup le terme résilience et comment travailler les résiliences, tout ça. Donc, ça dépend des thèmes aussi que j'aime bien partager. Mais c'est vraiment... C'est pour ça, hein, c'est comme je t'avais dit du bien-être, c'est ça, c'est en parler. C'est créer vraiment... Est-ce qu'on parle de santé mentale, d'avoir de la joie dans la vie, de trouver l'équilibre entre guillemets. Donc c'est vraiment créer ça, hein, bien-être, gestion du stress, conscience, et les inspirer, les motiver.
Parce qu'avec ce monde dans lequel on est aujourd'hui, où tu cours là, et il y a beaucoup plus de pression, même la notion même de la richesse, la notion de plusieurs thématiques sont, en guillemets, erronées. On se dit que voilà, c'est comme ça doit être, et donc on se met de la pression, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses ici, là. Ça fait que des fois on se perd, et on ne sait même pas qu'on s'est perdu, en fait, en chemin. Et c'est ce qui est encore pire, en fait. Ce qui est encore pire, en fait. Voilà. Bumblebee, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, mais juste par exemple Instagram, j'ai beaucoup de posts ou de reels qui disent exactement aux personnes, donc stop, repose-toi. Donc aujourd'hui, repose-toi. Donc prends 5 minutes pour respirer. Donc ça peut être là le rappel, comme tu dis, même si la vie elle est très occupée, tu peux trouver 5 minutes. Et recentre-toi. Tu vois, c'est comme tu dis, parce que sinon on rentre dans cette course et c'est très difficile. Et je pense que le pire, c'est après que la santé, elle ne suit pas hein, la partie physique. Donc après, tu vas développer des problèmes, que ce soit anxiété, burn-out, la pression artérielle qui monte, tout ça. Donc après, c'est même ton corps qui ressent tout ce stress, cette course folle, entre guillemets. Ouais. En tout cas, cette phrase-là, je vais vraiment la garder, même si les choses sont difficiles, bien, il faut au moins garder 5 minutes. C'est possible de trouver les 5 minutes là, de pause. C'est très important. Ouais. Alors, une dernière parole, en fait, une pensée pour les auditeurs, ceux qui nous écoutent, et surtout ceux qui veulent aussi, ou bien sont dans ce processus-là de transition d'un secteur à un autre, une pensée peut-être pour ces personnes-là. Écoute, moi, je pense que c'est vraiment regarder chaque défi, chaque transition, ou même des moments de doute, hein, parce qu'on en a tous, tout le monde est humain. Vous les voir plus comme une occasion d'apprentissage, de croissance. C'est vraiment ce gros mindset dans ce sens-là, donc vraiment voir ça comme une opportunité et ne pas sous-estimer notre capacité de résilience, de persévérance, parce que je pense que c'est comme on a toujours ce petit syndrome d'imposteur, on pense qu'on n'arrivera pas, mais normalement on arrive et très bien, et même mieux que l'on pensait. Donc vraiment regarder les opportunités d'une perspective positive, être curieux, essayer et au pire on retourne en arrière entre guillemets. Donc vraiment ça et moi je pense aussi avoir toujours en tête qu'on peut toujours se réinventer et réinventer notre parcours. Et même si d'ici demain, je décide de lâcher tout du RH, je sais pas, donner des cours de yoga ou quoi que ce soit, donc entre guillemets, c'est possible et ça va, c'est normal. Et il y a tellement de personnes qui se sont réinventées à 30, 40, 50, 60 ans, donc c'est pas avoir cette peur. Comme je te disais, pas la peur de ce que les autres peuvent penser. C'est dur, mais écoute, c'est défendre notre perspective et voir ça. Mais c'est vrai, les personnes sont très, très résilientes, normalement. Du coup, quand tu en parlais, une question m'est venue là, si tu permets. Bien-être et yoga, est-ce que ça va de pair? Est-ce que une personne qui veut vraiment se recentrer sur elle-même veut avoir une petite pause? Est-ce que c'est une personne qui doit méditer, comme on le dit aujourd'hui dans ce thème-là? Quelqu'un qui doit pratiquer le yoga, ou bien il y a d'autres astuces, en fait, beaucoup plus concrètes? Bientôt. C'est pour ça, par exemple, mon projet, j'appelle Mindful, dans le sens. Et Bumblebee, c'est juste pour donner un petit personnage, entre guillemets, et parce que normalement, les abeilles sont toujours en train de courir. Mais c'est plus le terme qu'on utilise de mindfulness. Donc, être conscient, être présent. Plus que méditation, yoga, parce que je sais que ça fait très peur aux personnes. Hein. Quand tu parles, il faut méditer 15 minutes, par exemple. C'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Donc, en premier, il nous dit il faut. Puis après, il faut 15 minutes. Donc, c'est même pas 5, c'est pas 2, c'est pas 3. Et il y a tellement de techniques que tu peux faire pour apporter... Tu peux apporter de la conscience pleine. Donc, être présent au moment présent. Donc, comme quand tu marches, par exemple, regarde autour de toi.
Je sais que normalement on regarde le téléphone, on écoute avec des écouteurs, mais est-ce qu'on peut enlever tout ça et juste, c'est vraiment, vraiment voir les fleurs, voir le soleil, ressentir la chaleur, ressentir le froid, ressentir la pluie, quoi que ce soit. Donc, parce que ça nous recentre. Je sais que pour les personnes, ça peut sembler très étrange, mais si c'est pour eux, c'est très difficile. Hein. Je sais, hein, j'ai des amis aussi, quand tu leur dis, écoute, fais 5 minutes de méditation, ouais, ça va pas du tout pour eux. Ok, donc t'as pas besoin. Et si tu arrives à faire 1 minute où tu t'arrêtes juste pour respirer, tu fais 5 respirations profondes, c'est bon. Tu as pris conscience de toi, tu as pris conscience de ton corps. Et peut-être la prochaine fois, tu fais 1 minute de plus. C'est des moments que nous devons, comment on le dit, nous devons programmer d'avance. Mais c'est des moments, par exemple, je me dis, OK, aujourd'hui, à 11 heures, j'ai ma petite séance de méditation pour 5 minutes, ou bien c'est un truc où je suis là, dès que j'en ressens l'envie, j'y vais. Écoute, je te dirais que ça serait cool de faire sans programmer, mais moi je te dis que oui, parce que j'ai vu plein d'articles sur ça et même d'opinions d'autres personnes. Et l'un des articles, je me rappelle plus qui c'était, mais c'était quelqu'un qui disait que la personne, elle gérait une start-up et elle disait que elle faisait comme une réunion. Donc, elle programmait dans l'agenda. Dans ce cas-là, c'était de l'exercice physique, donc aller faire de l'exercice, mais comme une réunion. Donc, et la personne, elle disait, je ne peux pas l'enlever, c'est une réunion. C'est impossible d'enlever. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas enlever cette heure-là parce que pour cette personne, c'est très important pour son bien-être, par exemple, de courir, d'aller au fitness, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment cette partie-là. Donc, qu'est-ce que tu as besoin et du coup, des fois, c'est juste, si tu n'as pas plus de temps, te dire, je vais mettre dans ma routine du soir. Je vais avoir l'habitude, le soir, avant de me coucher ou quand je me couche, de respirer 5 fois profondément et de penser qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ma journée. Donc, c'est quand même pas quelque chose de 3 heures ou 2 heures parce que je sais que c'est très difficile et surtout si tu gères une start-up, quoi que ce soit, ça va être très difficile de trouver du temps. Prendre un rendez-vous avec soi-même, en tout cas, c'est voir ça de ce point de vue, ça donne beaucoup plus une meilleure manière d'appréhender la chose. Surtout avec l'exemple que tu viens de donner où la personne voit ça vraiment comme une réunion où c'est obligatoire, c'est primordial et elle doit suivre vraiment cette réunion. Je pense que c'est très important. Oui. Oui. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire parce que l'être humain, il est très facile, entre guillemets. Et il y a beaucoup de choses qui sont vues avec l'expérience, c'est que si tu commences quelque chose, normalement, tu vas la finir. Donc, il faut vaincre vraiment ces secondes initiales. Donc, par exemple, je ne veux pas aller au fitness. Mais si j'arrive à y aller, et si je suis dessus, je me convainc que je vais juste faire 5 minutes. Mais après, je fais tout. Donc, parce que j'ai passé c'est la même chose. Si je me dis, je vais m'asseoir, je vais prendre 5 respirations ou 1 minute de méditation, peut-être t'en fais 5. Parce que ça passé cette partie-là de m'asseoir. Oui. Moi, je pense que c'est très, très dur, ça. Et normalement, notre cerveau, si on commence, il veut finir. Quoi que ce soit la tâche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, totalement. En tout cas, c'est des tips qui sont très, souvent on se dit que c'est pas vraiment important, mais ce genre de choses, de petites choses, c'est vraiment, en fait, ce qui nous maintient, en fait. Parce que, on court d'après l'argent, on court d'après, le succès, tout ça, mais au même moment, on détruit la santé. Et ce qui est marrant, c'est que, finalement, l'argent qu'on récupère, on l'utilise pour pouvoir gérer la santé, au fait, qu'on vient de détruire, en fait. Et c'est triste, en fait. C'est triste, en fait. Moi, par exemple, s'il y a des choses que je vois personnellement, bien sûr, comme aller au fitness ou faire des cours de yoga, quoi ça, moi, je ne vois pas comme une dépense, entre guillemets. Moi, je vois comme l'investissement en santé. Totalement, investissement en santé. Ouais. Parce que je sais, par exemple, pour moi, c'est très important d'aller 2-3 fois par semaine au fitness. Ça me fait du bien, le sport.
Donc, moi, je le vois comme un investissement. C'est comme tu dis, de ne pas être malade, de ne pas aller prendre des médicaments parce que je ne dors pas à cause du stress, quoi que ce soit. C'est une question aussi de mindset, en fait, de comment nous appréhendons les choses. Voir le verre à moitié vide et voir le verre à moitié plein, tout dépend de la perception de chacun et de ce qu'on veut en faire, en fait, aussi. En tout cas, ouais. C'est vraiment super, ces tips-là. Et je suis sûr que ça va aider plus d'un, en fait. Quoi. Et c'est l'idée hein, avec mon projet que j'ai commencé sur Instagram, dans le sens c'est très accessible, c'est du contenu très rapide, entre guillemets, donc les personnes n'ont pas besoin de lire un livre, entre guillemets. Et c'est comme tu dis, c'est être un peu comme la personne qui les rappelle. Comme tu dis, est-ce que vous avez pris 5 minutes aujourd'hui, entre guillemets. Donc, je partage toutes ces idées. Et moi, je suis ravie si les personnes qui suivent la communauté, une fois par semaine, le font. Hein. C'est cool. Si j'ai aidé quelqu'un, ce jour-là, elle avait besoin de lire ce qu'elle a lu, la phrase motivationnelle ou quoi que ce soit, on a déjà gagné. Parce que c'est comme tu dis, moi, ce que j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux, c'est qu'on se centre vraiment dans la profession, la carrière, le succès, la productivité, les biens, tout ça. Donc. Et on sait par des études que les jeunes sont de plus en plus avec d'anxiété, des dépressions à 20 ans. Parce qu'ils se sentent complètement ratés. Ils vont te dire à 20 ans, et j'ai des collègues qui font la partie de thérapie avec les adolescents et les jeunes, et ils me disent, tu as des jeunes qui t'arrivent à 20 ans et ils nous disent, docteur, je sens que ma vie elle est ratée. Et je leur dis, mais comment, t'as même pas commencé? Ah, mais l'influenceur X, Y ou Z, il a une Ferrari, je sais pas combien, il fait... Et donc, on oublie, hein, et c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que les jeunes aujourd'hui grandissent avec les réseaux sociaux. Donc, je n'imaginerais pas avoir 15 ans parce que ça va t'influencer. Donc, c'est une pression énorme de bien réussir. C'est pour ça que je disais, quand tu m'as demandé le message, c'est aussi de voir que c'est OK de se réinventer. C'est OK d'essayer et de reculer en arrière. Ce n'est pas un... T'as pas échoué, donc Non, 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 non. Et c'est un peu cette idée que j'ai eue, donc je me suis dit, non, je veux créer quelque chose pour apporter du positif. Et un peu contre-courant, donc non, t'as pas besoin de... Bien sûr, tu peux bien travailler. Bien sûr, tu peux même... je donne même des tips de productivité, mais dans le bon sens, pour faire du temps pour toi. Apprendre à travailler, bien travailler, parce que comme ça, tu fais de l'espace pour toi. Sur cet environnement-là, c'est important que chacun essaie de développer ça de manière interne pour pouvoir créer cette atmosphère-là, comme on le dit, de bien-être, de bienséance, afin d'améliorer sa productivité, en fait, parce que en réalité, c'est ce qui est important, en fait. La santé. Normalement, on donne la productivité dans le sens, on doit être très productif et notre journée doit être tout pour productif depuis le matin quand tu te lèves jusqu'au soir. Non, moi, je vois productivité dans le sens apprendre à bien t'organiser pour avoir du temps pour toi, pour la famille, pour juste rien faire. Mais si tu regardes surtout dans les réseaux sociaux, ou dans la partie, que ce soit LinkedIn, que ce soit les articles dans les blogs, tout ça, ou dans même les podcasts, normalement, c'est productivité, efficacité maximale. Je me lève à 4 heures du matin. Les premières 3 heures de ma journée, j'ai déjà fait je sais pas combien de tâches. Je suis hyper productif. Je dors pas. Non, 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 non. Pour moi, c'est pas ça. Je sais que ça va paraître un exemple un peu bête parce que je suis portugaise, mais si tu vois Cristiano Ronaldo, c'est très intéressant parce que oui, il est très productif quand il va aux entraînements, quand il joue les matchs, mais tu vas regarder sa vie perso, il est très discipliné, il se couche toujours à la même heure. Il est très respectueux de son sommeil, de son alimentation. Donc, il y a tout ça, il n'y a pas que la performance. En fait, en réalité, selon ce que tu viens de dire, la performance, mais la productivité, même, c'est
c'est en fait les résultats que tu arrives à avoir dans un temps bien défini. Si c'est 1 heure que tu dois travailler, tu fais tout pour maximiser dans 1 heure là, mais cela n'empêche pas que les 1 heure que tu dois passer avec ta famille, les 1 heure aussi, tu dois être productif aussi là-bas en fait. Tu dois aussi maximiser aussi là-bas. Si tu dois faire du fitness pendant 1 heure, tu dois aussi productif au fait aussi là-bas. Mais on a tendance à être beaucoup plus dans tout ce qui est start-up, tout ce qui est professionnel. Et on oublie vraiment l'aspect personnel. J'ai déjà fait aussi des ateliers pour les founders, donc vraiment les CEO, donc les personnes qui montent les startups. Et c'est très dur. C'est très dur parce que normalement, ils ont plusieurs chapeaux. Donc, tu as 2-3 personnes dans la boîte, tu es tout seul et tu feras 2-3 chapeaux tous les jours. Donc, je comprends. Mais moi, ce que j'essaie de leur montrer, c'est que il y a un moment, ça va pas marcher. Et c'est pour ça hein, que le burn-out dans les fondeurs des startups, les entrepreneurs, il est très très grand. Et il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Et il faut en parler que c'est... Il faut trouver des stratégies. Oui, ils ont beaucoup de choses à faire, mais peut-être est-ce qu'ils peuvent commencer, comme tu dis, avoir un moment où ils disent mon limite, il est celui-là. Donc, s'il n'y a pas une urgence, je finis le boulot, je sais pas, tous les jours à 8 heures du soir, je regarde plus le téléphone. Je suis avec ma famille. Après, je vais me coucher. Et le lendemain, parce que je sais que on a peur, hein. Si t'es entrepreneur, t'as très très peur de manquer. Je me rappelle quand j'ai commencé mon projet, c'est stupide, hein, c'est juste un compte Instagram, mais j'avais la pression, il faut que je publie du contenu. Tu te mets dessus, donc je fais encore 1 heure de plus après le travail juste pour créer du contenu et tout ça. Mais écoute, est-ce que c'est vraiment ce que tu as besoin? Est-ce que c'est vraiment... Parce qu'il y a personne qui te met la pression. Je sais, ils ont beaucoup de choses à faire, mais on sauve pas des vies, entre guillemets. Donc, on a juste une start-up, on a un business qu'on essaie de démarrer. C'est très, très important de trouver l'équilibre. Mais moi, je pense que c'est plus que tout, c'est de trouver ce qui marche pour toi. Il n'y a pas de recette magique. Et si, par exemple, l'entrepreneur, il me dit, donc moi, ça marche très bien si en milieu de journée, je fais 2 heures de pause, je fais du fitness, je vais manger avec ma famille, quoi que ce soit. Puis je reviens et je retravaille jusqu'à minuit. D'accord, ça marche pour lui. Moi, ça me va très bien. Mais il a pris du temps. En tout cas, c'est nous-mêmes qui nous mettons de la pression pour rien. Et en tout cas, merci Andrea pour tous ces tips. Et vraiment, merci pour avoir accepté aussi notre invitation. Ton parcours de la recherche, en passant par l'épidémiologie, GRH et tout, c'est vraiment une histoire, un parcours très intéressant. Et moi, je pense aussi que ça donne vraiment cet aspect résilient et de pouvoir quitter un domaine à un autre et de pouvoir beaucoup oser aussi. Et je crois que plusieurs de ceux qui vont nous écouter aussi vont vraiment prendre sur eux d'oser aussi comme toi. Il faut oser. Et d'être aussi polyglotte aussi. Oui, pourquoi pas, mais il faut oser, il faut essayer, pas avoir peur d'essayer. Merci beaucoup Andrea, ce fut vraiment, vraiment un plaisir. Je te remercie beaucoup. Hein. Merci beaucoup et si on inspire une personne que ça se fasse, c'est parfait. Oui, totalement.